Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à vous tous et je suis très heureux de vous faire cette présentation sur les hantavirus, un virus qui a depuis quelques semaines essayé d'agiter la planète tout entière et on va essayer de voir, de parcourir ce virus en détail. Et pour moi personnellement, ce virus revêt d'un intérêt particulier parce que j'y ai travaillé déjà, ça fait presque 10 ans et au détail près. Et voilà pourquoi je suis heureux de faire cette présentation qui va se faire en 5 parties. Les 4 premières parties, j'essaie de scinder pour ne pas avoir des leçons trop longues. Et la dernière partie sera juste un petit résumé des activités que nous avons effectuées sur le terrain. Alors, le hantavirus, c'est en fait un virus qui est, pour dire, qui dans sa taxonomie, c'est un virus qui appartient au groupe 5 de Baltimore, donc les virus à ARN à simple brin à polarité négative, du règne des Riboviria, du kingdom ou du royaume d'Orthomavirae, et du phylum des Negarnaviricota, les sous-phylums des Polyploviricota, dans la classe des Bugna viricete, l'ordre des Hellovirales et la famille d'Antaviridae, dans lesquels il y a plusieurs genres que nous allons étudier. En fait, c'est un virus qui a un génome à ARN à simple brin, à polarité négative et ambisens en même temps, et qui comprend plusieurs segments, 3 au total. Le segment L pour large, qui mesure entre 6,8 à 12 kPa de base. Le segment medium ou M, entre 3,2 et 4,9 kPa de base. Et le segment S, entre 1 et 3 kPa de base. C'est un génome, en fait, qui code pour 4 à 6 protéines. Et il faut savoir qu'il y a certains hantavirus très spéciaux qui codent également pour une protéine qu'on appelle la protéine NSS sur leur segment S. Comme vous pouvez le voir ici, c'est un virus avec le matériel génétique segmenté. Un segment S pour small, le petit, le segment M qui est moyen, medium, et le segment large avec un génome évidemment qui est segmenté comme vous pouvez le voir, la partie génétique du N, du M et du S, pardon, du M et du L. Nous allons voir les détails. Qu'en est-il de cet agent pathogène qui est le hantavirus? En fait, comme vous pouvez le voir sur cette image, c'est un virus qui est enveloppé. C'est un virus ARN, simple brin à polarité négative. C'est un virus qui est enveloppé d'une double couche de phospholipides membranaires. Et cette couche ou cette enveloppe est recouverte de protubérances qui s'étendent au-delà de l'enveloppe, formant à peu près ce qu'on appelle les spécules. Ce sont des protubérances qui en fait s'étendent, comme vous pouvez le voir sur cette image, de l'intérieur vers l'extérieur. Mais le virus garde une forme sphérique, hein, même si en réalité les formes peuvent un peu changer. Son diamètre varie entre 71 à 200 nanomètres, même si en moyenne on estime que c'est entre 120 et 160 nanomètres de diamètre. Et l'acide nucléique, il est en général circulaire, segmenté, et il a une polarité négative et un autre segment, une polarité ambisens, ce qui fait que c'est un virus très particulier ou un groupe de virus particuliers qui ont un génome à polarité négative, mais également un génome ambisens. Ça signifie qu'ils ont les deux polarités. La longueur maximale fait 11,8 à 13,8 kPa de base. Et comme vous pouvez le voir, les spikes ou les glycoprotéines de l'enveloppe, il y en a de deux types, le GN et les GC qui sont les unes liées aux autres, comme vous pouvez les voir sur les images. Les spicules qui sont jaunes et celles qui sont oranges, elles sont liées les unes aux autres. Comme propriété physico-chimique, c'est un virus qui est inactivé par la chaleur sèche. 56 degrés pendant 30 minutes, ça fait l'affaire. Les détergents, les solvants organiques, l'hypochlorite, les acides, l'alcool, l'eau de javel, le paraformaldéhyde et même les désinfectants commerciaux peuvent bien inactiver les virus. C'est que c'est un virus assez fragile, pourtant il est infectieux.
Alors, on parlait des génomes, on disait qu'il avait trois segments qui sont en fait trois ARN simples et brins. Donc, le segment L pour long, le plus long, le M pour médium, le moyen, et le segment S pour le court. Et il a une protéine d'un nucléocapside qu'on appelle la protéine N, qui, elle, a entre 7 et 12 kilopères de base, ce qui est également important, à part la protéine GN, les spécules GN ou qu'on appelle également G1 et la protéine GC qu'on appelle G2. Et il contient, chaque segment porte une transcriptase, une polymérase, pardon, je voulais dire, mais en plus de cela, le virus porte également une ARN polymérase ARN dépendante. Étant donné que c'est un virus à ARN simple brin à polarité négative avec un autre ambisense, il aura une extrémité 3' et une extrémité 5' avec des séquences complémentaires. Ce qui est important, c'est de savoir que les brins d'ADN forment à leur phase terminale des structures un peu en poignée de casserole. On verra une des images et on pense que ces structures joueraient un rôle important dans la transcription et dans la réplication du virus. Ce qu'il faut également savoir, c'est que chaque segment, parmi les trois que nous avons mentionnés, comporte des courtes régions qui sont non codantes et qui ont parfois des fonctions inconnues. Et si vous regardez mon image en bas à droite, vous allez voir que le segment le plus long concerne le segment du gène, en fait, il correspond, c'est le segment L pour la protéine large. Il y a une partie qui est jaune et qui est verte foncée, qui correspond à la région codante, et la partie à l'extrémité, c'est une région non codante. Et vous verrez la même chose pour tous les différents segments. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la polymérase, qu'on appelle la protéine L, elle agit, elle a quatre fonctions différentes. Ça arrive que ça puisse avoir quatre fonctions. La polymérase ou la protéine L, elle peut agir comme une réplicase. Une réplicase, c'est une enzyme qui va répliquer le simple brin d'ARN à polarité négative pour en faire un autre. Là, cette protéine joue le rôle de réplicase. Elle peut jouer également le rôle de transcriptase. Une transcriptase, c'est une enzyme. À ce moment-là, elle sera obligée d'agir pour euh, provoquer la transcription, donc faire passer un ARN génomique en un ARN messager, c'est ça la transcription. Parfois, il peut jouer le rôle d'endonucléase et parfois même, il lui arrive à cette protéine de jouer le rôle de l'icase. Ça signifie essayer de couper les brins d'ARN. Ainsi donc, les séquences 5', 3' des trois segments du génome sont spécifiques à chaque genre et ils sont hautement conservés, quoiqu'ils présentent une complémentarité inverse par rapport aux autres, ce qui leur permet de former les structures dont j'ai parlé tout à l'heure, les penhandle structures ou les structures en poignée de poils. On pense que ces structures joueraient un rôle dans la transcription virale et également dans le mécanisme de réplication proposé. C'est un mécanisme qu'on appelle en anglais prime and realign. Je vais essayer de projeter l'image pour vous donner une illustration. Regardez le virus avec son enveloppe. C'est un virus enveloppé. Il a ces deux protéines, la plus longue qui est la GC, et la plus courte, la GN, et la plus courte, c'est la GC. Ça, ce sont les protéines de l'enveloppe ou les spicules. Et ensuite, vous avez le segment S, le plus court, qui a son ARN polymérase ARN dépendante, les RDRP. Il y a le segment moyen avec son ARN polymérase ARN dépendant et puis les segments longs. Et chacun des segments, en fait, est une nucléocapside qui est composée des trimères. Et ce sont ces trimères qui forment ce virus, ou alors l'acide nucléique de ce virus. Et ici, nous sommes en train d'étudier ces virus, les Bunyaviridés et autres. Pourquoi? Parce que chaque ARN génomique forme une molécule circulaire qui, en fait, résulte d'un appariement entre les différentes séquences complémentaires, d'accord, qui sont inversées quand on considère les deux extrémités, l'extrémité 5' et 3'. Et souvenez-vous, chaque ARN est contenu dans une nucléoprotéine. Voilà pourquoi on dit qu'il est encapsidé. Donc l'ARN de ces bunyavirus n'est pas à l'air libre. Souvenez-vous, virologie générale, notre cours, tous les virus à ARN à polarité négative sont
insérés ou sont compris, sont protégés par une nucléoprotéine. Et les différentes nucléoprotéines forment les segments qui peuvent être de tailles différentes. Et évidemment, l'ARN polymérase ARN dépendante, d'accord, elle est très importante parce qu'elle intervient dans le complexe de ribonucléoprotéase, quoi qu'on ne sache pas encore si réellement elle fait partie du complexe ou pas. Alors, parlons du virus. C'est un virus ARN, comme je l'ai dit. Il possède sa propre ARN polymérase ARN dépendante, qui en réalité, c'est cette enzyme qui va vous permettre de transcrire l'ARN viral en ARN messager. Et cet ARN messager va donner des protéines virales. Mais également, cette même enzyme dans une autre fonction, souvenez-vous, j'avais dit qu'elle pouvait être une réplicase, une transcriptase, une endonucléase et même une hélicase. Et quand elle joue le rôle de transcriptase, elle va transcrire l'ARN viral en ARN messager. Quand elle joue le rôle de réplicase, elle va répliquer l'ARN génomique. Quand elle joue le rôle d'hélicase, elle va couper cet ARN. Donc, l'ARN polymérase ARN dépendante, la RDRP, elle a besoin d'amorces pour déclencher la transcription. Comme vous le savez, principe simple de biologie moléculaire. Et donc, pour déclencher la transcription de l'ARN viral en ARN messager, elle a besoin d'amorces. Et ces amorces sont obtenues par le mécanisme que j'ai décrit dans un autre cours, c'est le cours sur Ebola, le cap snatching. Je l'ai décrit dans les autres virus, j'espère que je n'aurai pas à les décrire ici, sinon j'aurais mis une dia pour cela. Et regardez donc ces virus qui a un génome segmenté avec 3 segments différents. Sachez que le segment S qui est là, il a sa taille, il code pour la protéine N qui en fait est la protéine de la nucléocapside ou la nucléoprotéine, la protéine majeure de chaque segment. Mais également il code pour une protéine NSS qu'on appelle qui est une protéine qui a un rôle un peu bizarre, mais elle se retrouve souvent codée par ces génomes. Le segment M lui code pour les deux protéines de surface, la GN ou G1, la GC ou G2. Et nous avons le segment L qui, dans toute sa longueur, code pour la polymérase. Et sachez que l'ARN polymérase ARN dépendant il est intégré à l'ARN du virus, c'est normal, ce qui fait qu'il déclenche ce qu'on appelle le processus de transcription de l'ARN messager de l'hôte à partir de son extrémité 5'. Et donc, lorsqu'on a une courte séquence de nucléotides, comme je l'avais expliqué dans un autre cours, de 10 à 20 nucléotides, cette séquence-là doit être clivée par une endonucléase et afin de permettre à ce que le segment d'amorçage qui est coiffé puisse alors être le point de départ de la traduction de l'ARN viral. C'est très important. Donc l'ARN polymérase, ARN dépendante, il est intégré à l'ARN viral. Qu'est-ce qu'il fait? Il va déclencher la transcription de l'ARN messager de l'hôte à partir de l'extrémité 5' en utilisant une courte séquence de 10 à 20 nucléotides afin de pouvoir les cliver grâce à une endonucléase. Une fois qu'il a clivé, le clivage permettra donc de produire ce qu'on appelle une coiffe, d'ajouter une coiffe à cet ARN. Souvenez-vous de la coiffe 7mG. Et c'est cette coiffe 7mG qui permettra au ribosome binding site, les RBS, sur les ribosomes de pouvoir commencer à décoder le code génétique. Et une fois donc que cette coiffe est ajoutée, le segment obtenu pourra maintenant servir de point de départ pour le processus de transcription. Il est important de retenir que la réplication du virus commence par ce qu'on appelle une internalisation du virus. Ça veut dire le virus se fixe d'abord sur les récepteurs, ensuite il est en quelque sorte phagocyté. Le mécanisme s'appelle en fait l'endocytose, mais c'est une endocytose qui est médiée par des récepteurs précis. Comme vous pouvez le voir sur ces images, le virus se fixe sur des récepteurs précis qui sont de protéines. Ensuite, il y a une endocytose et cette endocytose est peut être médiée par différentes protéines. Ça peut être la clatrine, cours de virologie générale, l'endocytose peut être médiée par la cavéoline ou alors elle peut être indépendante des mécanismes clatrine-cavéoline. Et c'est important que vous puissiez le savoir, comment est-ce que
le virus entre et ensuite il y a une protéine qui va médier son interaction avec les récepteurs endosomiques pour pouvoir libérer la nucléocapside ou la ribonucléoprotéine qui en fait va maintenant se répliquer grâce à son ARN qui est inclus. Et il est important de savoir que la fixation du virus à la cellule hôte, d'accord, dépend de certaines protéines cellulaires. Par exemple, certains ANTA utilisent ce qu'on appelle l'intégrine B3. Par contre, d'autres ANTA, ils peuvent utiliser l'intégrine bêta 1, ça peut être la glycoprotéine GC1QR P32, ça peut être des facteurs d'accélération ou autres. Mais une fois qu'il se fixe au récepteur ou au corécepteur, il va pénétrer dans la cellule par les mécanismes d'endocytose médié par un récepteur et dépendant d'une protéine qu'on appelle la clatrine. Une fois qu'il entre dans la cellule, il va être acheminé par les moyens, les mécanismes de transport cellulaire. Vous vous en doutez, ce sont les microtubules et évidemment dans un endosome où les modifications des pH vont faire en sorte que la particule virale va interagir directement avec la membrane de l'endosome pour faire ce qu'on appelle une fusion membranaire mais intracellulaire qui va en fait libérer la ribonucléocapside qui va commencer sa réplication. Et donc, le processus de réplication des Bounia-viridés commence par l'attachement à un récepteur. Et ici, c'est le même récepteur que pour les virus Ebola. Souvenez-vous, même virus, en fait, virus de la même catégorie, Baltimore groupe 5, Negarna viricota, mais lui, c'est un haploviricota, mais eux tous utilisent le récepteur DC-sign que l'on a vu dans les cours Ebola. Il y a attachement grâce au récepteur DC-sign, mais une fois qu'il s'attache, d'accord, il y a une endocytose. Et cette endocytose dans un endosome est médiée par une protéine particulière qu'on appelle la clatrine. La clatrine va se charger, va s'assurer de bien fixer la particule virale avec ses récepteurs sur la membrane de l'endosome et il y aura une fusion. Cette fusion entre la particule virale et l'endosome, grâce à la médiation de la clatrine, va libérer les segments d'acide nucléique, les segments d'ARN, les segments L, les segments M et les segments S. Et ces segments vont commencer le processus de réplication d'une part, des transcriptions d'autre part, qui au final aboutiront à la production d'une particule virale intégrale. Il est important de savoir que le segment M, lui, et le segment L, ce sont des segments à ARN à polarité négative. Par conséquent, ils vont se répliquer selon la loi des virus à ARN simplement à polarité négative. Et ils vont subir la transcription par différents mécanismes. Vous avez la réplicase, la transcriptase d'abord, et ensuite l'action de la réplicase pour répliquer les génomes. Ensuite, ces génomes, d'accord, vont aller produire des protéines, dont les protéines de l'enveloppe, les GC et les GN, qui vont passer par l'appareil de Golgi, par la façade trans et puis la façade 6, avant de produire la particule entière dans un endosome qui va bourgeonner pour être libérée. Mais le segment S, le plus petit segment, c'est un segment ambisens. Comme c'est un segment ambisens, lui, sa transcription suivra un modèle différent et il fera intervenir des facteurs particuliers qu'on appelle les PKR qui en général proviennent des l'hôte. Ce qui fait que dans le cytoplasme d'une cellule infectée par un hantavirus, vous avez deux types de génomes. Vous avez les génomes à polarité négative, au fait qui proviennent du segment M et du segment L, qui suivent le mécanisme de transcription et de réplication normale, mais vous aurez également les antigénomes qui, eux, résultent du génome ambisens. Et ça, c'est très important. Alors, parlons de la réplication virale, nous allons commencer d'abord par l'expression génétique. C'est quoi l'expression génétique? La transcription, elle commence par la liaison d'abord de l'ARN polymérase ARN dépendante, les RDRP, à l'ARN viral. Mais la liaison s'est faite à quel endroit? Elle s'est faite
précisément, d'accord, à un endroit, à un promoteur, parce que chaque segment de l'ARN de hantavirus possède un promoteur. Et c'est au niveau de ces promoteurs précis que la RDRP va se fixer. Mais lorsque la transcription commence, et c'est juste à côté de ces segments, de ces promoteurs, qu'il y a le, qu'il y a le codon start et la réplication va commencer. Et la réplication se terminera à chaque fois par une séquence en forme d'épingle de cheveux. D'accord, en forme de loupe ou d'épingle de cheveux, ça permet d'arrêter net la réplication, sans quoi la réplication serait infinie. Et cette réplication ou cette transcription s'arrête au niveau des structures en épingle de cheveux. Alors sachez que les segments d'ARN génomiques sont coiffés par une polymérase, la protéine L, d'accord, qui pendant la synthèse, grâce au mécanisme de cap snatching dont j'ai expliqué dans le cours d'Ebola, par exemple, endonucléase, les mécanismes de cap snatching va permettre de coiffer les ARN génomiques viraux pour les transformer en ARN messagers. Mais seulement, souvenez-vous, ce processus ne va se passer que pour les segments M et pour les segments L, car ces deux segments ont un génome linéaire à polarité négative. Cependant, pour le segment S, c'est un segment qui a un génome ambisens. Les segments avec un génome ambisens n'utilisent pas la même stratégie pour coder les protéines. Dans ces cas-là, vous devez savoir qu'il y a un ARN génomique, ça signifie le brin positif de ce segment, et vous avez l'ARN antigénomique qui en fait est un brin négatif, mais ce brin est lié de manière continue. Et qu'est-ce qui se passe lors de la transcription? Les deux segments, les deux segments du brin ambisens, ça signifie le brin génomique et le brin antigénomique, sont normalement tous deux transcrits. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Parce que ces deux brins sont côte à côte ou sont face à face. Si la réplication ou la transcription a lieu totalement, on va produire un ARN double brin. Alors pour empêcher que l'ARN double brin ne soit produit, la séquence en épingle en cheveux, en fait, est une limite entre les deux segments, entre les segments positifs et segments négatifs. Et donc cette séquence en épingle des cheveux constitue le signal d'arrêt de la polymérase. Et ce qui fait que quand la polymérase se met à lire le brin positif, la partie positive du segment ambisens, il va lire et transcrire correctement. Lorsqu'il rencontre la structure en épingle des cheveux, il s'arrête net et le génome est produit. Du côté opposé, il va également lire sur le brin négatif, le brin antigénomique. Une fois qu'il va rencontrer la structure en épingle, il s'arrête. Ainsi, à chaque réplication et à chaque transcription, le génome aura toujours deux parties. Je parle du segment S, le segment S, le tout petit. Il aura une partie qui a un ARN génomique, donc à polarité positive, un autre qui a un ARN génomique à polarité négative. C'est très important. Et donc, la séquence en épingle des cheveux est un signal d'arrêt de la polymérase qui empêche la transcription ambisens de pouvoir produire un ARN double brin. Mécanisme parfait et existentiel de ces virus. Alors, les étapes de réplication, je les avais déjà montrées. Sur la dia précédente, le virus se fixe au récepteur de l'hôte, d'accord, par les GC et les GN qui sont les protéines de surface, puis il est endocyté dans une vésicule. Il y a ensuite fusion de la membrane virale avec la membrane de l'endosome ou de la vésicule. Et ensuite, cette fusion permet aux ribonucléocapsules d'être libérées dans le cytoplasme, puis la transcription est déclenchée. Mais quand la transcription elle est déclenchée parce que le mécanisme de cap snatching intervient pour coiffer tous les ARN messagers viraux et permettre la réplication. Et la réplication n'a lieu vraisemblablement que lorsqu'il y a suffisamment de nucléoprotéines pour encapsider les antigénomes ou les néogénomes qui ont été synthétisés. Le virus est très intelligent. Et donc, si le virus constate que dans le cytoplasme, il n'y a pas assez de nucléoprotéines pour protéger son ARN génomique, le virus ne va pas déclencher
la réplication. Donc, la protéine, elle, ne jouera pas le rôle de réplicase. Il peut faire la transcription, il va continuer à faire les endonucléases, l'hélicase, mais il ne va pas activer la composante réplicase ou la composante de réplication jusqu'à ce qu'il constate, ça c'est les virus, que dans le cytoplasme, il y a assez de nucléoprotéines pour encapsider son génome. C'est à ce moment-là maintenant qu'il peut déclencher la réplication. Et une fois que les particules virales sont fabriquées, produites, elles vont bourgeonner au niveau de l'appareil de Golgi et ensuite elles vont être éliminées par exocytose. Dans notre cours de virologie générale, nous avons expliqué que les Bunyaviridés prennent leur enveloppe au niveau de l'appareil de Golgi et c'est ça est clair. Et voilà, ces images, je pense les avoir mis, je ne vais pas trop les commander. Par contre, l'image de droite, elle est intéressante parce qu'en fait, c'est ce que j'ai déjà expliqué, c'est le mécanisme de transcription. J'avais dit que la transcription, d'accord, commence au moment où le complexe ARN polymérase ARN dépendante, le RDRP, initie la transcription en s'alliant à la séquence leader, la séquence 3', 5' de l'ARN du brin négatif. La RDRP va transcrire donc un ARN leader en 5' triphosphate. Puis, souvenez-vous, le génome des hantavirus, chaque segment a des zones codantes, mais ces zones codantes sont parfois séparées par des zones non codantes, ce qui fait que la transcription se fera par zone codante, donc les exons. Ensuite, il y a des introns qu'on passera, exon, intron, exon, intron. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La RDRP transcrira à chaque fois, d'accord, à partir des cadres ouverts de lecture, les Open Reading Frame, à partir du codon start vers le codon stop, et puis il s'arrête. Au moment où il s'arrête, il va encore redémarrer sur le prochain signal d'initiation et de la transcription. Souvenez-vous que ces signaux de transcription sont déclenchés par le mécanisme de cap snatching qui permet de coiffer les ARN messagers, d'accord, de ces virus pour leur donner la coiffe qui va permettre au ribosome binding site, le RBS, le site de fixation du ribosome, de reconnaître le signal ou le signal d'initiation. Et enfin, l'ARN donc qui est initié sur ce signal sera coiffé. Et à la fin, les gènes viraux vont se trouver devant un signal d'arrêt de la transcription. C'est à ce moment-là que la RDRP ne pourra plus du tout avancer parce qu'il va commencer à bégayer, il va sentir qu'il n'y a pas de séquence complémentaire. Et la séquence en forme de U est faite pour que l'ARN puisse arrêter la transcription et libérer les génomes. Et c'est ça qui arrive lorsque vous avez un génome polycistronique avec plusieurs exons à l'intérieur entrecoupés par les introns. Ça fait que vous avez un ARN où il y aura des transcrits en plusieurs parties et c'est ce qui est intéressant. Alors, dans la réplication, sachez que le complexe ARN polymérase c'est lié sur les séquences sur le brin leader du génome, comme je l'ai dit, et il commence la réplication. L'antigénome est encapsidé simultanément pendant la réplication. Ça signifie que, comme vous le voyez sur cette image, le génome commence sa réplication avec la RDRP dans un sens, comme vous pouvez le voir, jusqu'à ce qu'il trouve le codon stop. Il s'arrête et il trouve encore un autre codon start. Il va poursuivre. Ça, c'est dans les sens 5', 3'. L'antigénome également subit le même processus. La réplication commence avec les brins complémentaires jusqu'à ce qu'on forme un antigénome complet. Les deux se passent dans les mêmes sens. Mais sachez que le complexe ARN polymérase ARN dépendante, lorsqu'il est en réplication, ça c'est le principe simple de la biologie. Dans notre cours de biologie moléculaire, nous l'expliquons. Lorsque la réplication a commencé, le complexe ARN polymérase ARN dépendante va ignorer tous les signaux de transcription. Pourquoi? Parce que si il est en train de reproduire ou de répliquer les virus et il se met à faire la transcription, il risque de donner un génome qui est incomplet ou qui est mal fait, ce qui fait que le virus va mourir, il ne va pas perpétuer sa nature. Or, le virus, toute son intelligence, il la met dans la réplication d'un génome qui est exact au génome précédent. C'est ça le mécanisme qui lui permet de survivre. Et donc, par conséquent, lorsque
la réplication commence, les signaux de transcription sont inhibés jusqu'à la fin. Et ensuite, l'antigénome va être répliqué selon le même processus. Il n'y a pas de souci particulier. Alors, une fois la réplication finie, le virus va bourgeonner. J'ai dit que le virus va sortir de la cellule et prendre l'enveloppe. Ça peut être, dans ces cas, pour les Bunyaviridés, ça sera l'enveloppe de l'appareil de Golgi qu'il doit acquérir à travers ces différents mécanismes. Ce qui fait que les particules virales ou les différentes protéines vont aller s'amasser, d'autres sur la membrane cytoplasmique, d'autres au niveau de l'appareil de Golgi. Et quand les virus veulent bourgeonner, les autres protéines vont être assemblées au niveau de l'appareil de Golgi et ensuite vers la membrane cellulaire parce qu'il y a des protéines qui sont assemblées ou prises au niveau de l'appareil de Golgi, tandis que d'autres sont prises au niveau de la membrane cellulaire. Et une fois les nucléocapsides assemblés, d'accord, ou en cours de construction, elles vont induire la formation des courbures membranaires qui vont former au fait une nouvelle enveloppe dans laquelle la particule virale va être pincée pour être sectionnée et se détacher de là et produire de nouvelles particules virales. J'ai mis cette dia, elle est dans mon cours de viro général, mais ici c'est juste pour vous rappeler que le génome ambisens, c'est un génome qui a deux brins, comme vous pouvez le voir. Un brin à polarité positive, 5', 3', et un brin à polarité négative, 3', 5'. Il y a en général 4 virus ou 4 genres de virus à ARN négatif qui sont ambisens. Ce sont les arénavirus, les phlébovirus, les tospovirus et les tenuivirus. Ils sont très particuliers et très différents. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les signaux de terminaison de la transcription solide sont incorporés sur ces génomes. C'est ça sa particularité. Les génomes ambisens ont toujours ce qu'on appelle les signaux de terminaison de la transcription solide. Pourquoi? Pour éviter de créer un double brin. Ce motif ici, il est reconnu par toutes les cellules hôtes. Dieu l'a créé comme ça et nous le croyons. Évidemment, les signaux de transcription solides sont situés dans toutes les cellules. Et ils sont situés sur les génomes et ils sont reconnus par toutes les cellules. Ce qui fait que lorsque la réplication ou la transcription commence, ces signaux sont lus et ils demandent l'arrêt de la transcription, ce qui fait que la transcription ne se fera que d'un seul côté, par exemple le côté génomique, et il va s'arrêter, et l'autre transcription se fera du côté antigénomique et il va s'arrêter. Et donc, tous les virus à ARN qui sont ambisens et qui sont à brin négatif doivent en effet coder pour une protéine, d'accord, pour une structure en forme d'épingle à cheveux, c'est qu'on dit le signal de terminaison de transcription solide. Et cette structure en épingle à cheveux a un seul rôle. Vous avez vu les hairpins, hein, comme une épingle à cheveux, comme vous pouvez le voir ici. Cette structure a pour rôle de pouvoir arrêter la transcription. Une fois qu'il arrête la transcription, c'est bon. Ce qui fait que ces virus s'arrêtent, la réplication et la transcription de ces génomes s'arrêtera toujours à ces points précis pour ne pas créer un double brin. C'est important. Alors, les cap snatching, finalement, j'avais quand même une dia, j'ai pensé que les participants comprendraient peut-être moins. Les cap snatching, je l'ai expliqué dans d'autres cours, je l'explique encore dans ces cours. C'est un processus d'initiation de la transcription qui concerne les génomes à polarité négative, les virus ou les virus qui ont un génome à polarité négative, notamment les virus à ARN. Qu'est-ce qui se passe dans le cap snatching? C'est un processus d'initiation de la transcription. Au cours de ce processus, une séquence d'environ 10 à 20 nucléotides va être clivée à partir de l'extrémité 5', donc l'extrémité opposée, l'extrémité trailer, des ARN messagers de l'hôte par une activité endonucléasique qui en fait est contenue dans l'ARN polymérase ARN dépendante virale, la RDRP. Alors une fois que cela a été fait, en faisant ce clivage, le leader 5' va désormais recevoir ce qu'on appelle une coiffe, la coiffe 7mg qui a été donnée par l'enzyme qu'on appelle l'endonucléase. Une fois que ce brin est obtenu, il permet maintenant d'amorcer la transcription sur les génomes viraux, ce qui conduit à la synthèse d'ARN messagers viraux.
Et ces ARN messagers viraux sont coiffés et traduisibles. Pourquoi ils sont traduisibles? Parce qu'ils portent désormais la coiffe 7mg. Comme vous pouvez le voir sur cette image, voici le brin avec son extrémité. Et voici le clivage de la RDRP grâce à une action endonucléasique pour permettre à la RDRP de pouvoir se développer. On a parlé du virus dans la virologie. C'est une présentation des virologies. Évidemment, ceux qui ne sont pas trop viraux, les épidémios, ils s'impatientent, ils attendent les signes, les symptômes, la transmission. Ça les saoule un peu, ça les ennuie. Mais bon, c'est un cours global, c'est un cours intégral. Alors, quelles sont les cibles cellulaires du hantavirus? Les hantavirus, de manière générale, ils ciblent les cellules endothéliales, donc les cellules vasculaires endothéliales, les macrophages alvéolaires, les cellules dendritiques folliculaires et les cellules épithéliales rénales. C'est très important. L'entrée dans ces cellules est médiée par la liaison aux intégrines. Souvenez-vous, je vous ai parlé des intégrines, que ce soit bêta 1 ou bêta 3 selon les cas. Donc l'entrée des hantavirus dans les cellules est médiée par sa liaison aux intégrines, notamment l'intégrine B3. Il y a plusieurs virus, on va les voir. Par exemple, le SNV, le cynombré-virus et le virus New York pénètrent dans les cellules humaines par l'intermédiaire des intégrines alpha-V bêta-3 et alpha-2B bêta-3. Ce qui fait que dans la prise en charge de ces virus, il y a divers ligands compétitifs qui peuvent les inhiber. Les glycoprotéines, par exemple, du cynombré-virus, sont traités dans l'appareil de Golgi, ou ils sont produits, pour être plus clair, dans l'appareil de Golgi. Et c'est là probablement ils sont assemblés. Mais en réalité, in vitro, on peut déterminer que la glycoprotéine, d'accord, peut être détectée à la surface des cellules endothéliales pulmonaires parfois. Alors, les cynombré-virus, les CNV et les Black Creek Canal, ce sont des virus, d'accord, qui en général se fixent au niveau de la membrane apicale des cellules viraux qu'on utilise en culture cellulaire polarisée. C'est juste pour vous montrer que la diversité de ces virus qui sont les hantas fait qu'ils peuvent utiliser différents types de récepteurs selon les différents types de cellules qu'elles infectent. Que cela ne vous choque pas outre mesure, c'est ça qui est vrai. Alors, nous allons avancer un peu dans les virus pour vous parler de la diversité génétique des hantavirus. Ça, c'est quelque chose de très important. Les hantavirus ont évolué un peu comme ont évolué les humains ou les êtres vivants, selon la biologie ou l'évolution. Il y a les hantavirus de l'ancien monde représentant l'Asie, une bonne partie de l'Europe et parfois même une partie de l'Afrique. Ils sont placés dans l'ancien monde. On dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, les jardins d'Éden étaient en Asie, au Moyen-Orient, la Chine est la plus vieille civilisation, etc. Tout ça, ça fait vieux monde parce qu'ils se disputent l'ancienneté, alors ils sont vieux. Alors l'Amérique, comme ils ne se disputent rien, ils sont jeunes et ils sont calmes, ils acceptent d'être le nouveau monde. Voilà pourquoi tout est nouveau là-bas. Bon, voilà. Ceci dit, sachez que les hantavirus ont une très grande diversité génétique. Si vous regardez le continent asiatique, les hantavirus ont une très grande diversité génétique. Ils portent des noms différents. À cause de cela, à chaque fois qu'on isole un virus, il est toujours différent de l'ancien et il ne peut pas porter le même nom. Voilà pourquoi les hantavirus ont plein de noms. Et ça, c'est très important, il faut le noter. Par exemple, en Asie, vous avez les Amovirus, les Hantan virus. C'est le tout premier qui a été décrit. Hantan, c'est une rivière en Corée du Sud et ça portait les noms. Et l'ensemble des virus qui viendront plus tard, on les appellera les hantavirus en hommage au nom du premier virus qui a été isolé pas très loin de la rivière Hantan. Il y a les Séoul virus, les Sochong, les Muju, les Gu virus, etc. Les Thaïlande virus. En Europe, vous avez les Sochi virus, vous connaissez Sochi, chez Tonton Vlad, le costaud, alias Vladimir Poutine. Vous avez les Tula virus, les Pumala virus, il y en a plein. Les Sarema et les Dobrava, on va voir, qui sont très dangereux. En Afrique, nous avons le Sangassou, et puis nous avons aussi les Tanganyika, les Mouyassou et l'autre, on va les voir. Et dans le Nouveau Monde, en Amérique du Nord aussi, on a les cynombré virus.
sur la côte ouest, là où ils ont été décrits pour la première fois, ou alors en Amérique, aux États-Unis, les El Morro Canyon, les Catacamas, les Choclovirus, les Rio Mamore, les Oran virus et les Andes virus, qui est très dangereux. Mais vous avez également d'autres virus tels que les Castello dos Sonho virus, et vous avez les Black Creek Canal, les Bayou virus, les New York virus, il y en a plein. Pourquoi il y en a beaucoup? Il y a la suivante. Raison simple. La diversité génétique des hantavirus est liée aussi à leur réservoir. Il y a des hantavirus qui ont pour réservoir les rongeurs. Il y a les hantavirus qui ont pour réservoir les sauricides. Les sauricides, c'est ces rats ou ces sortes de rats qui ont une bouche assez longue et pointue, comme vous le voyez sur cette image en haut à droite. C'est qu'on appelle les musaraignes. Alors, la famille de tous ces rongeurs qui ont cette forme-là sont appelés les sauricidés. Il y a des hantavirus qui sont liés aux talpides, les marsupiaux. Les talpides, c'est la famille des taupes. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas la taupe, ceux qui vont, des rongeurs qui sont dans la terre et évidemment sous la lumière du soleil, ils ne voient pas très bien. Ils portent aussi beaucoup de virus et il y a des hantavirus qui sont liés aux chauves-souris. Ce qui fait que vous avez une grande diversité. Par exemple, sur cette carte, si vous regardez attentivement, on va essayer de lire quelques-uns. Tous les virus qui sont en gris, en fait, sont liés aux rongeurs. Alors, en Asie, vous avez les Antan, les Sochong, les Séoul, vous avez les Vladivostok, vous avez en Europe le Tula-virus, vous avez les Puma-la-virus, les Dobrava et les Sarema-virus. En Afrique, vous avez les Tigray-virus, les Sangassou-virus et en Amérique, vous avez les New York virus, les Prospect Hill, vous avez les 6-nombres virus, les les 6-nombres virus, pardon, et vous avez les Rio Mamore, les virus, les Andes virus. En rouge, ce sont les virus qui dépendent des sauricidés, donc qui proviennent souvent des musaraignes. Et là, en Amérique, vous avez les Remes Springs, les James Springs, vous avez les Ashe River, vous avez les Camp Relay et d'autres. En Afrique, vous avez les Tanganya virus, les Boé virus, les Azanie virus en Côte d'Ivoire. Et en Asie, vous avez les Totapalayama, les Uluguru. Non, Uluguru et Kilimanjaro, ça c'est en Afrique. Les Totapalayama, c'est en Asie. Mais vous avez également les Siwis ici, dans la région de la mer Noire, les Boguigna et les autres. Tous les virus qui proviennent des taupes sont en noir. Les Oxbow virus, les Rockport virus, vous avez les Nova, les Asama et les autres. Et les virus qui dépendent des chauves-souris ou qui ont pour réservoir les chauves-souris, vous avez les Magboy et les Mouyassue, ça c'est en Afrique. Vous avez les Wangpi, les Longkwang, les Xuanzong et les autres, ce sont des virus qui dépendent des différents rongeurs et comme des différents réservoirs. Et ces réservoirs sont à l'origine de la diversité génétique dont je viens de vous parler, pour laquelle je ne vais pas trop m'étendre ici. Je ne vais pas m'étendre parce que il y a des espèces aussi particulières qui sont liées à ces virus. Tous les virus, en général, ne sont pas transportés par les mêmes vecteurs ou alors par les mêmes réservoirs. Par exemple, le hantavirus, il est principalement transporté par les Apodemus agrarius en Asie et il provoque un syndrome hémorragique lié à une fièvre hémorragique liée au syndrome rénal, mais on verra d'autres. Les Sangassou, par exemple, lui, c'est la souris qu'on appelle, ou le rat qu'on appelle Ilomyscus simus, qui est son réservoir. C'est un rat de bois. Les Séoul virus il a pour réservoir les Ratus norvegicus, qu'on appelle les rats bruns, ou alors les Ratus, les rats noirs. Si vous regardez le Pomalavirus, lui, son réservoir, c'est les Myodes glareolus, qu'on appelle également les campagnols de banc. Mais vous avez aussi des virus qui dépendent d'autres rongeurs ou d'autres réservoirs. Ils sont sur ces tableaux, je les ai mis pour mémoire. Alors, sachez que dans les hantavirus, il y a ceux qui sont liés, associés à des maladies humaines. Par exemple, en Europe, il y a des hantavirus qui provoquent un syndrome hémorragique avec atteinte rénale, le Dobrava. Il est très important et très prévalent. Il y a le Sarema, il y a les Pumala et les Tula-virus, avec les Apodemus qui sont des rongeurs, mais qui sont différents à chaque fois, des espèces qui peuvent être différentes.
avec des formes modérées et graves. Ici, les formes les plus graves proviennent du Dobrava et parfois même du Pumala, même si le Pumala n'est pas très infectieux. En Asie, le syndrome hémorragique est créé par les hantavirus lui-même, qui a le même réservoir que le Dobrava, jusqu'à 10% de gravité. Vous avez les Séoul virus, les Tanganyika, les Thaïlande virus et autres. En Afrique, c'est les Sangassou et les virus cousins qui provoquent cela, mais ils sont liés souvent à Ilomyscus simus. Mais en Amérique, ce n'est pas la forme rénale, c'est plutôt la forme pulmonaire. Et dans la forme pulmonaire, il y a un virus très important, c'est les Andevirus, les virus des Andes. Vous vous souvenez, la cordillère des Andes, au Chili, une bonne partie du Pérou et de la Bolivie. Alors, les Andevirus est très prévalent, même s'il y a d'autres virus tels que les Riomamore, les Choclovirus et autres. Mais à chaque fois, certains, on connaît les réservoirs, d'autres pas encore. Et je suis quand même africain, je devrais parler des Africains. Alors, les hantavirus africains qui ont été jusque-là découverts, vous avez en Afrique orientale, Land of Origin, Éthiopie, les Tigray virus. Vous avez en Tanzanie les Kilimanjaro virus et les Uluguru virus qui sont liés aux rongeurs. Vous avez en Guinée le Tanganya virus qui est lié aux rongeurs. En Sierra Leone, vous avez le Magboy virus qui est lié aux chauves-souris, le Boé virus qui est lié aux rongeurs, les Azani virus aux rongeurs, les Mouyassoué est lié aux chauves-souris. Et puis vous avez d'autres types de virus. Alors, qu'est-ce qui guide, ce sera la dernière dia de notre première partie de la présentation, qu'est-ce qui guide la présentation ou alors la nomenclature des hantavirus? En général, 4 principes, 4 éléments qui sont les règles obligatoires pour caractériser les espèces d'hantavirus. Premièrement, une espèce d'hantavirus doit se trouver dans une niche écologique unique. Ça veut dire, ça peut être une chauve-souris, ça peut être un rongeur, un talpidé, un sauricidé, etc. C'est important, c'est-à-dire une espèce ou une sous-espèce différente. D'accord, des rongeurs comme réservoir primaire, ça c'est la première règle. Deuxième règle, les espèces d'hantavirus doivent présenter au moins une différence de 7% dans leur identité des acides aminés lorsqu'on compare les séquences des segments S et des segments M. On compare que ces deux-là. On doit avoir au moins une différence de 7%. Troisième règle, les espèces d'hantavirus doivent avoir au moins une différence de 4 fois. D'accord, d'au moins 4 fois lors des tests de neutralisation croisés bidirectionnels. Vous allez au laboratoire, vous faites le test de neutralisation et on doit avoir une différence qui est 4 fois plus importante que notre souche pour considérer que c'est une espèce différente. Quatrième règle, les espèces d'hantavirus, naturellement, ils ne forment pas des réassortiments. Ils ne doivent pas former des réassortiments avec d'autres espèces. Et ces critères se trouvent sur les sites de l'ICTV, vous pouvez les voir avec tous les détails. Mesdames et messieurs, voilà la toute première partie de notre présentation sur les hantavirus. J'espère qu'il vous a été très utile et très bénéfique et je suis heureux de pouvoir poursuivre avec une autre présentation. Merci et bonne suite. Ciao.